un des rares aéroports au monde où les avions atterrissent et décollent directement sur l'eau. Natacha et Nicolas, un couple de jeunes mariés, s'apprêtent à s'envoler. Pour leur voyage de noces, ils ont choisi l'une des seules destinations uniquement accessibles en hydravion. Déjà, il y a nos bagages. Bonjour. Attention à la tête en montant. Un hydravion, c'est un petit avion qui contient à peine une dizaine de places et qui peut se poser sur l'eau. Pour votre sécurité, je voudrais vous rappeler les règles de cet hydravion. Il y a 5 issues de secours et il est interdit de fumer pendant le vol. Ici, chose plutôt étonnante, tout le personnel de bord est en tongs. Natacha, qui est phobique des avions, est totalement paniquée. Oh là là, j'appréhende quand tu vas mettre les gaz et tout. Le vol va durer une demi-heure. Il faut dire que Natacha et Nicolas ont décidé de passer une semaine totalement isolés du monde sur l'un de ces îlots, aux Maldives. On a du mal à croire qu'on va être sur un de ceux-là. Tout seul presque. Dans l'immensité de l'océan, c'est incroyable. Leur lune de miel, ils vont la passer sur cette langue de sable. Un petit paradis d'à peine 700 mètres de long. Les clients atterrissent directement les pieds dans l'eau, à quelques mètres de la plage. Bonjour, bienvenue à Zitali Kuderfina Farou, je suis Sandrine, la directrice de l'hôtel. Nicolas et Natacha se sont offerts une semaine dans cet établissement 5 étoiles. Aux Maldives, le concept c'est une île pour un seul hôtel. Ce petit bout de terre perdu au milieu de l'océan, ils vont donc le partager avec une centaine de clients répartis dans 50 luxueux bungalows. Bienvenue dans votre villa. Merci. Waouh, oh la vue. Super. La petite marque d'intention. Happy Honeymoon. Une suite de 100 mètres carrés avec une gigantesque salle de bain, offrant un jacuzzi à l'intérieur et une douche à l'extérieur. Mais le clou du spectacle se trouve sur la terrasse. Le paradis existe sur Terre en fait, je crois. Viens toucher un peu comment elle est chaude. 28, 29, peut-être plus. Dépaysement total. C'est La comme dans les chaleur. rêves. Seul au Les eaux monde. turquoises. Tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi. Hein Ça va? Ça te fait plaisir? Comme voyage de noces? Natacha et Nicolas ne sont pas habitués au luxe. Ce voyage de noces, c'est un cadeau de leur famille. Non, bah, se faire plaisir. J'ouvre une bouteille de champagne. Olé! Alors, ils ont décidé de profiter de tous les instants. C'est le bonheur du champagne dans une piscine au-dessus de l'eau avec une vue du paradis quoi. Une super vue, il n'y a personne aux alentours. C'est super. C'est aussi ça les Maldives. Pour cette semaine, tout compris dans ce resort, comprenez club de luxe, ils ont déboursé pas moins de 9 000 €. Comme eux, 850 000 touristes viennent profiter chaque année des Maldives. Cet archipel situé au sud de l'Inde comprend près de 1200 îles qui s'étendent sur 21 000 km². En 20 ans, les Maldives sont devenues la destination haut de gamme, car la promesse des hôteliers est alléchante, vivre l'expérience de Robinson Crusoe sur une île de rêve. Les Maldives sont un paradis sur Terre. Des îles paradisiaques perdues au milieu de l'océan, où l'on trouve les produits les plus raffinés. Ici, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est le ciel. Mais aujourd'hui, le confort des clients et les exigences du luxe international sont en train de prendre le dessus sur l'archipel. Ici, nous avons beaucoup de problèmes avec les moustiques. Souvent au détriment de l'écosystème des îles. Est-ce que c'est dangereux? Je pense que c'est un peu nocif pour la santé. L'environnement est un sujet tabou aux Maldives. La culture du secret est omniprésente Coupez la caméra, s'il vous plaît. pour garder intacte l'image idyllique des îles. Ce ne sont que des déchets, ok? La nourriture, c'est là-bas. Gérer les déchets des touristes, c'est le cauchemar des hôtels. Nous avons suivi la route de ces ordures et nous avons découvert leur décharge à ciel ouvert, un endroit unique au monde. Ici, il y a de plus en plus de déchets. Mais les Maldives, ce ne sont pas que des resorts avec du personnel accueillant. L'archipel est avant tout une république islamique qui se radicalise.
Je vais lui montrer à celle-là si c'est une bonne idée de nous ramener des étrangers ici. Voilà ce qui se passe avec ces personnes-là. Ce serait facile pour eux de nous tuer. Aujourd'hui, de plus en plus d'intégristes religieux s'opposent aux habitudes des touristes. Je ne veux plus qu'il y ait d'alcool et de spa dans les resorts. Voyage de l'autre côté du paradis. L'archipel des Maldives est connu pour sa mer turquoise, ses plages de sable blanc, mais aussi pour ses nombreux spas. Certains hôtels proposent de se faire masser à 10 mètres de profondeur, au milieu des poissons. Sur ces îles, 2 clients sur 3 se laissent tenter par ces séances de bien-être. Nicolas, le jeune marié, est en train de le découvrir. Je suis très bien là. Ah oui, là c'est que du bonheur. Cette personne s'occupe de moi à part entière. Elle a un toucher en plus. C'est excellent. Oh là là. Si Nicolas est aux anges, Natacha, elle, reste de marbre. Il faut dire que c'est la première fois qu'elle voit son mari entre les mains d'une autre femme. Il n'est pas très massage d'habitude, donc c'est drôle de le voir dans cette situation. Au départ, Nicolas n'était pas tenté par cette activité. Sans intérêt et beaucoup trop cher selon lui. En moyenne, ces massages sont facturés 250 $ pour 2. Moi qui avais une impression, enfin un a priori, que le spa et les massages c'était uniquement pour les femmes. Et figurez-vous, je me suis complètement trompé parce que j'y prends vraiment goût pour l'instant. Je me sens complètement vidé. Là. Dans ce resort à 9 000 € la semaine, tout le personnel est aux petits soins pour la clientèle. Les vacanciers peuvent profiter de 2 restaurants. À leur tête, John, un chef venu tout droit de Hollande. Les gars, court briefing. Quelques petits rappels pour aujourd'hui. Le dîner spécial pour la Villa 14. Dans sa cuisine, John dirige une brigade de 13 cuisiniers pour proposer une cuisine gastronomique. Au travail. Mais cuisiner aux Maldives n'est pas aussi simple qu'en France, car le pays ne produit aucune denrée alimentaire, ni légumes, ni viande. Ça, c'est un magnifique magret de canard qui nous vient de France. Là, c'est un beau morceau d'agneau en provenance de Hollande. Dans ces resorts, les spécialités maldiviennes sont rares. Le menu de ce soir ne devrait d'ailleurs pas dépayser Natacha et Nicolas. Champagne. À notre dîner en amoureux. En entrée, ils vont déguster du foie gras venu de France, sur un lit de carpaccio de bœuf provenant d'Angleterre. Le tout accompagné d'asperges espagnoles. Oh là là. Faut pas y toucher. C'est magnifique. On est servis comme des rois. Alors faut goûter, faut faire honneur au plat. Hein. Et pour le plat de résistance, là encore pas un gramme de cuisine locale, ce sera de l'agneau accompagné d'un risotto aux truffes. Oh là 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 là. Ils sont pas que sur le papier les étoiles. Pendant une semaine, Nicolas et Natacha vont profiter pleinement de leur séjour. Des plages désertes, mais surtout des nombreuses activités aquatiques, comme le ski nautique et la plongée sous-marine. Aux Maldives, l'objectif des hôteliers est de donner l'impression à leurs clients qu'ils sont seuls au monde. Mais tous n'auront pas la chance d'y goûter. À 150 km de là, sur l'atoll de Laviani, Virginie et Nicolas, un autre couple de Français, savourent lui aussi son séjour aux Maldives. Enfin, ils essaient. Chaque jour, ils assistent à un balai incessant d'amérissage et de décollage d'hydravions. On commence à entendre des avions dès le matin vers 7h, il me semble. Puisque même nous, quand on partira, on va partir vers 7h. Donc 7h, après, ça doit être toutes les heures et demie. Donc il doit y en avoir 4-5 le matin quand même. Ah, on n'est pas sur une île déserte ici, ça c'est sûr. Hein. En haute saison, près d'une dizaine d'hydravions se posent chaque jour sur cette île. C'est la plus grande de tout l'archipel. Elle s'étend sur 1,5 km de long et compte 400 bungalows espacés les uns des autres d'à peine quelques mètres. Car l'île peut accueillir jusqu'à 1200 vacanciers en même temps. C'est 10 fois plus que la moyenne maldivienne. Celui qui est chargé de leur souhaiter la bienvenue, c'est Arthur,
un Philippin de 28 ans. Cela fait 6 ans qu'il travaille dans cet hôtel. Aujourd'hui, nous attendons environ 8 hydravions. Cela fait entre 98 et 100 nouveaux clients. Là, c'est le premier vol de la journée et nous en attendons 7 autres. Arthur veille à préserver la bonne image de cet établissement. Bonjour, bienvenue dans notre hôtel. Par ici, s'il vous plaît. L'ambiance ressemble à celle d'un club de vacances. Dans cet établissement, on prône l'authenticité maldivienne. Vous pouvez vous asseoir au bar et ensuite on viendra vous montrer votre villa. C'est une très bonne manière d'accueillir les invités. Ça leur permet de découvrir les traditions maldiviennes. Nous organisons ça pour tous les invités qui arrivent sur le resort. Et pourtant, à y regarder de plus près, Non, je suis mauricienne. les membres de ce petit comité d'accueil viennent de très loin. Non, je suis philippine. Je viens des Philippines. Moi aussi, je viens des Philippines. Parmi les membres de ce groupe de musique traditionnelle, seuls 4 sont maldiviens. Virginie et Nicolas sont arrivés dans cet hôtel il y a quelques jours. Pour leur séjour, ils ont loué un petit bungalow, posé sur la plage, à environ 2500 € la semaine. C'est bon. N'oublie pas l'appareil photo. C'est bon. Éteins tout. Ils ont économisé toute l'année pour s'offrir l'image de la carte postale des Maldives, avec ses plages de sable blanc et sa mer transparente. Ah, on va se baigner par là, regarde. C'est à peu près clair, là. On n'y est pas allé hier. Mais voici ce qu'ils ont découvert juste en face de leur chambre. Arrête. Ah si, c'est la sortie là. Un énorme tuyau rouillé, Là, il est bien caché, on sait pas tout d'où droit il vient. sorti du sable. On ne sait pas ce qu'ils rejettent. Nous, on n'avait vraiment pas payé pour ça. On avait payé pour vraiment un lagon bleu comme on peut voir dans Il y a les une plage de émissions, sable. dans les photos. Pas gâché par des tuyaux. Voilà. C'est un peu dommage. Ce tuyau fait un peu tache au milieu de ce décor paradisiaque. Mais pour Arthur, le manager, il est indispensable au bon fonctionnement de l'hôtel. C'est le tuyau des eaux usées. Il part des villas pour se déverser dans la mer. L'eau rejetée est filtrée et elle retourne dans l'océan. C'est un recyclage de l'eau qui n'est pas nocif pour la faune marine. D'après lui, rejeter les eaux usées dans la mer n'aurait aucun impact sur l'environnement. Et pourtant, selon plusieurs biologistes, elles seraient à l'origine de la prolifération de ces algues. Elles ne sont pas nocives, mais elles ont totalement bouleversé l'équilibre des îles. Des tuyaux comme celui-ci, il y en a plusieurs dizaines. Toute l'île a été quadrillée pour gérer les eaux usées, car pour accueillir près de 50 000 touristes par an, ces îlots sont devenus de vraies petites villes. Dans ce resort, par exemple, il y a 7 restaurants différents. Alors, de la salade, des oignons. Ah oui, il fait les panini, le monsieur. Hein. Ils ont le choix entre 7 entrées, 8 plats de résistance et pas moins d'une dizaine de desserts. En fait, aujourd'hui, il n'y a rien qui me plaît. Comme la plupart des touristes, ils ont choisi l'option all-inclusive. C'est-à-dire qu'ils peuvent consommer sans aucune limite. Pour ça, l'hôtel est ravitaillé 2 fois par semaine. Au milieu de la nuit, vers 4 h du matin, la journée d'Arthur commence. Bonjour. Comment ça va? Ce matin, il doit réceptionner plusieurs tonnes de nourriture, en toute discrétion. C'est très important pour nous parce que nous ne voulons pas déranger les invités qui se promènent sur la plage. Donc ce travail, nous le faisons seulement très tôt le matin ou tard le soir, de manière à ce que personne ne puisse nous voir. Comme dans tous les resorts, les produits viennent de très loin. Nos produits viennent de Singapour et de Dubaï, je crois. Pour maintenir leur fraîcheur, tous les produits sont conditionnés dans ces boîtes de polystyrène. Les fruits et les légumes sont ensuite déballés à proximité des cuisines. Les dizaines de kilos d'emballage sont directement jetés à la poubelle. Ça ne fait pas partie de l'approvisionnement en nourriture, ok? Quel est le problème? L'image peut sembler anodine. Pourtant, Arthur met un terme à notre tournage.
Pouvez-vous couper la caméra, s'il vous plaît? Je ne suis pas à l'aise avec ça. Nous étions d'accord sur le fait que tout doit être approuvé par le général manager. Ce sont des déchets, ok? La nourriture, c'est là-bas. Interdiction de prendre des images de poubelles. Le lendemain, nous insistons auprès d'Arthur pour filmer le lieu où sont stockés les déchets. Ça a un rapport avec les déchets, d'accord? Donc c'est un sujet très compliqué. Pourquoi est-ce si compliqué? La gestion des déchets, c'est toute une problématique. Peut-être que les gens vont penser que... Enfin, nous ne voulons pas donner une image négative du resort, ou même du pays. Ce qu'Arthur ne voulait pas que l'on filme se trouve au milieu de l'île, dans un espace interdit aux touristes. Voici les quelques images de la déchetterie que nous avons pu réaliser en échappant à la vigilance du personnel du resort. Mais dans ces îles de rêve, pas question d'accumuler des tonnes et des tonnes d'ordures. Il faut donc s'en débarrasser. Ces poubelles quittent les resorts par bateau. Impossible de monter dans l'un d'entre eux. Nous avons retrouvé leurs traces à 300 km au sud de l'hôtel de Virginie et Nicolas. Sur une île qui n'apparaît dans aucun guide touristique. Aux Maldives, on l'appelle Rubbish Island, l'île des déchets. Elle s'étend sur 7 km de long. C'est là que tout le pays se débarrasse de ses ordures. Chaque jour, des dizaines de bateaux accostent pour décharger 400 tonnes de poubelles. Là, c'est un bateau qui appartient à un resort. Ils jettent tout ici et ils repartent. Sur cette île, on ne pratique pas le tri sélectif. Les végétaux sont mélangés aux verres, aux bouteilles en plastique et aux métaux. Ce fatras d'ordures est ensuite acheminé au cœur de l'île, sur ces camions remplis à ras-bord. C'est au milieu de ce décor apocalyptique que travaille une quinzaine de Bangladais, comme Ali. À 35 ans, il est chargé de faire disparaître ces montagnes de déchets. Il faut savoir que chaque touriste produit 3,5 kg d'ordures par jour. Ici, il y a de plus en plus de déchets. Alors, pour éviter que cela ne déborde, je les brûle. Je fais ça 8 heures par jour. Aux Maldives, rien n'a été prévu pour incinérer ces tonnes de déchets. Pour allumer les feux, Ali utilise tout ce qu'il trouve, même ce qu'il y a de plus dangereux, comme cette chambre à air de camion qui rejette une fumée extrêmement toxique. Ali ne porte pas de masque de protection. Dans cette décharge à ciel ouvert, il semble totalement livré à lui-même. La fumée me fait mal aux poumons. Ça me donne des gaz aussi. Et tu sais, ici, on ne me donne rien. Les gants et même les chaussures, je les ai trouvés plus loin, là-bas. Ce qui est incroyable, c'est qu'Ali est employé par le gouvernement des Maldives. Pour ce travail très pénible, il est payé environ 240 € par mois. Je ne peux rien faire d'autre ici. Quand je suis arrivé, mon chef m'a pris mon passeport. C'est la loi ici. Alors, si j'arrête ce boulot, ils vont me renvoyer dans mon pays. Cette île est totalement contaminée par la pollution. Les déchets débordent sur la mer. Mais désormais, ces tonnes d'ordures intéressent les investisseurs. Vous êtes combien à bosser là? Tout doit être terminé pour ce soir. Walid, un Maldivien d'une quarantaine d'années, s'est mis en tête de collecter ces déchets pour les transformer en or. Quel est votre travail? Mon travail, c'est de sauver l'environnement. Pardon? Sauver l'environnement. C'est ça mon travail. Qu'est-ce que vous faites de tous ces déchets? Je les vends et j'en tire de l'argent. Et vous gagnez beaucoup d'argent avec ça? Oui. Oui, combien? J'obtiens chaque mois, en vendant le plastique, 300 000 rupiahs de profit. Soit 20 000 $ par mois. Pour faire tourner sa petite entreprise, Walid lui aussi a embauché des Bangladais. Tous
porte un t-shirt au nom de sa société, comme Sharif. Son travail, glaner des morceaux de métal. Je ramasse tous les morceaux de métal que je trouve. Je fais une 50aine de cartons comme ça chaque jour. Et après, ils sont revendus. Sharif est arrivé il y a 1 mois sur l'île poubelle. Comme les autres aux Maldives, on lui avait promis un bon job. Mais c'est ici qu'il a finalement atterri. Un travail de chien. Comme tous les travailleurs bangladais, Sharif est logé sur l'île. J'ai vraiment faim là. Walid, son patron, les a installés sur ce terrain vague. Lui aussi jonché d'ordures. Et c'est cet ancien local réservé au matériel qui leur sert de toit. Vous voyez, là on vit à 7. Il y a 2 collègues qui dorment là. C'est vrai que c'est pas très confortable. Mais vous voyez, on n'a rien d'autre ici. À 7, dans cette cabane faite de parpaings et de tôle, il n'y a pas de place pour l'intimité. Mais il n'y a pas non plus d'eau courante. Walid leur a simplement installé à l'extérieur un réservoir de récupération d'eau de pluie offert par une ONG. C'est là que Sharif fait un brin de toilette. On passe toutes nos journées dans les ordures. Il faut absolument se laver, sinon on tombe tout de suite malade. Pas d'alternative à cette hygiène sommaire. Bien insuffisante quand on est quotidiennement au contact de poussière et de fumée toxiques. Et ce n'est pas le seul problème de Sharif et ses collègues. Tiens, je t'ai ramené de l'eau pour le repas. Ici, on est tous plus ou moins malades. Moi, j'ai des maux de ventre, par exemple. Mais c'est ça le pire. Le pire, c'est que ça fait 3 mois qu'on n'est pas payé. Des conditions de vie exécrables, pas de rémunération. Leur expérience maldivienne est en train de virer au cauchemar. Pour nous les Bangladais, vivre ici c'est très compliqué. Et j'imagine que pour les touristes, les Maldives ça doit être le paradis. Après leur pause, Walid leur a discrètement distribué des masques, plutôt rudimentaires. Nous en profitons alors pour l'interroger sur les conditions de travail de ses employés. Non, pour le moment, seulement ce gars se sentait mal. Hier. Il est juste un peu malade. Parce que je leur explique que ces fumées ne sont pas très bonnes pour la santé. C'est pour ça que je leur donne des masques. Mais parfois, ils oublient de les porter. Face à lui, aucun d'entre eux n'osera se plaindre, ni exiger son salaire. Quand est-ce que vous avez payé vos employés pour la dernière fois ? Pour le moment, nous ne payons pas. Pourquoi il me pose cette question, celui-là ? Avant-hier, nous avons commencé une collecte de la ferraille et maintenant nous obtiendrons l'argent. Je pense demain ou aujourd'hui. Si nous recevons cet argent, nous allons payer ces gars. Donc ils ne sont pas payés pour le moment. Ils travaillent pour rien ? Oui. Cet homme le jure, ses employés seront payés dans quelques jours. Aux Maldives, la gestion des poubelles est donc catastrophique. Alors pour limiter l'ampleur du phénomène, certains resorts jouent la carte de l'écologie. Atoll de Daviyani, au nord de l'archipel. Dans cet hôtel, vous ne trouverez pas de villa sur pilotis. Les 40 chambres se fondent dans la végétation. La promesse, vivre l'expérience de Robinson Crusoe. Les touristes consomment des légumes bio du potager et marchent pieds nus durant tout leur séjour, au milieu des animaux. Le luxe, c'est la simplicité. C'est le retour vers la nature, avec des lapins, des petits poulets, le potager, la jungle autour de vous. Bien sûr, tout ça a un prix, mais c'est ça le vrai luxe. Environ 3 000 $ la nuit. Nicolas est directeur de ce resort. Morning, Shafik. À la différence des autres, lui ne souhaite rien dissimuler. Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin ? Vous avez bien dormi ? C'est bien. Il y a quelques années, il a déclaré la guerre aux déchets. Bonjour. Comment allez-vous ce matin ? J'ai besoin d'une caisse de chac pour la cuisine principale. Peux-tu les prendre et les charger sur ton vélo ?
on crée, on fabrique notre propre minéral, d'accord, qu'on embouteille. Donc ici, vous avez de l'eau minérale plate et ici pétillante. L'eau de mer est désalinisée puis minéralisée. Avant cela, ce resort consommait 100 000 bouteilles en plastique par an. Toutes étaient ensuite brûlées sur l'île poubelle. Le problème pour nous et le problème des Maldives, c'est le plastique. On n'a pas de solution en place pour traiter le plastique. Donc vous imaginez 100 000 bouteilles par an, c'est 100 000 bouteilles en moins de plastique qui arrivent sur le resort. Nicolas souhaite que son hôtel soit éco-responsable. Il est d'ailleurs très fier de nous montrer que chez lui, les déchets organiques sont transformés en compost et que le verre et le métal sont triés sur l'île. En tout, l'hôtel de Nicolas envoie sur l'île poubelle 40% de déchets en moins que la moyenne des autres resorts. L'environnement, c'est l'argument commercial de son établissement. Dans cet hôtel, c'est Hassan, le responsable des réservations. Je peux vous aider? Oui, je voudrais regarder les réservations de la semaine prochaine, s'il te plaît. La semaine prochaine. Je ne suis pas sûr que beaucoup ont été loués. Ça, c'est le nombre de réservations actuellement, ok? Ouais, c'est bien ça. Bon, Nicolas, il est 16h. Je dois aller à la mosquée. C'est l'heure de la prière. Ok, pas de problème. Vas-y, merci pour ces informations. Hassan quitte subitement son poste. Il part où, là Hassan, il part à la mosquée. On a une mosquée sur l'île, et 5 fois par jour, donc ils se rendent à la mosquée pour la prière. La plupart des touristes ne le savent pas, mais l'archipel des Maldives est une république islamique. L'islam est la religion d'État. La première règle lorsque l'on veut ouvrir un resort, c'est construire une mosquée pour les employés. Il y en a une sur chaque île du pays. En tant que musulmans, nous devons nous rendre à la mosquée pour prier 5 fois par jour. Quoi que nous soyons en train de faire, du travail ou n'importe quoi d'autre, nous nous arrêtons quand c'est l'heure et nous venons à la mosquée. Ensuite, nous retournons travailler. Les Maldiviens sont particulièrement religieux. Dans les hôtels, ils ne peuvent pas travailler derrière un bar à cause de l'alcool, dans les cuisines à cause du porc, ni dans les spas pour cause de nudité. Ce n'est pas un problème du tout. Nous aimons travailler avec les étrangers et découvrir différentes cultures. Ça ne me pose aucun souci de rencontrer des gens d'autres religions. Et pourtant, aujourd'hui dans certains resorts, le mode de vie des Occidentaux est mal accepté par le personnel maldivien. Sur ces images amateurs, un couple de Suisses est en train de renouveler ses vœux de mariage. Cette cérémonie est très courante aux Maldives. Mais pendant la célébration, l'employé en profite pour insulter en maldivien le couple de touristes. Des propos injurieux à caractère religieux. Sur Internet, la vidéo a été visionnée plusieurs centaines de milliers de fois, créant une vague d'indignation. L'employé a été identifié et condamné à 5 jours de prison. Cette vidéo en dit long sur l'évolution des Maldives. Pour découvrir l'autre visage de l'archipel, il faut se rendre à Malé, la capitale. Malé, c'est l'île la plus peuplée au monde. Plus de 100 000 habitants s'entassent sur à peine 2 km². Là-bas, changement d'ambiance. La plupart des femmes portent le voile. La consommation d'alcool est passible d'emprisonnement. Mariat est une jeune journaliste de 26 ans. Cette Maldivienne travaille pour l'unique organe de presse indépendant de l'archipel. Bonjour Neil. Salut, comment vas-tu? Je vais bien. Créé il y a 5 ans par cet Australien, ce journal dénonce les dérives du gouvernement en place. Faute de financement, il est uniquement diffusé sur Internet. En fait, c'est un appartement. C'est aussi là où nous travaillons. Voici Neil. Il travaille dans la cuisine aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est le prix de l'indépendance. Nous travaillons au même endroit que là où nous vivons. Comme ça, nous pouvons limiter les coûts. Leur combat en ce moment, c'est la montée des fondamentalistes religieux. À l'ordre du jour, un article sur l'augmentation des femmes voilées à Malé.
Tu peux leur demander quelle perception elles ont des femmes qui ne portent pas le niqab? Oui, je pense que ce serait intéressant de recueillir ce genre d'avis. Si vous marchez dans la rue, vous verrez certainement qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes conservatrices qui portent le voile. Pendant très longtemps, les Maldiviens pratiquaient un islam modéré. Mais les premières élections démocratiques en 2008 ont donné une voix plus importante à un parti islamique, Adalat. Des imams formés au Pakistan et en Arabie Saoudite prêcheraient même dans certaines mosquées de Malais. Mariat nous emmène dans l'une d'entre elles où se réunissent les membres du mouvement politique qui milite pour un islam plus rigoriste. Au-dessus du lieu de prière, flotte un drapeau noir, symbole du djihad, la guerre sainte. Il est là depuis 1 mois maximum, ou quelques semaines. Je l'ai vu en allant au travail un jour. Je suis revenue pour le prendre en photo, et des personnes m'ont dit que si je continuais à faire ça, ils allaient me tuer. Je suis partie en courant vers mon bureau. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment dangereux d'aller à l'intérieur. 2 hommes se trouvent dans l'enceinte de la mosquée. Nous décidons de les aborder pour savoir pourquoi ils utilisent ce drapeau. Tous les musulmans l'arborent parce qu'il y est écrit « Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah ». C'est aussi inscrit dans le Coran. Donc nous l'utilisons comme devise. Comme lorsque les chrétiens disent « Jésus est notre Dieu ». Et pourtant, ce drapeau noir signifie bien un soutien à la guerre sainte. Il est utilisé par les salafistes. Les djihadistes du Nord Mali l'arborent régulièrement. Des extrémistes, il y en a autour de nous. Dans le sens où certains ne prient pas dans la mosquée, mais à l'extérieur. Mais nous ne sommes pas des tueurs, nous ne faisons pas ça. Nous respectons aussi les gens comme vous. Mais d'un coup, cette interview prend une toute autre tournure. L'un des 2 hommes s'éloigne pour tenter de photographier Mariat, la journaliste. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je vais avoir de gros problèmes. L'homme est menaçant, ce cliché pourrait être un appel au meurtre. Pousse-toi, je veux lui montrer à celle-là si c'est une bonne idée de nous ramener des étrangers ici. Le message est clair, elle n'aurait jamais dû nous emmener ici. Elle doit être punie. Voilà ce qui se passe avec ces personnes-là. Ces menaces sont à prendre très au sérieux. En juin dernier, Ismaël Rachid, un autre journaliste, a été égorgé devant son domicile. Lui aussi critiquait la montée des intégristes musulmans aux Maldives. Par miracle, il a échappé à la mort. Aujourd'hui, ce journaliste vit exilé au Sri Lanka. Je ne veux pas devenir une cible pour eux. Ils seraient prêts à nous attaquer physiquement. Dans une petite ville comme Malé, c'est très effrayant d'être identifié sur une vidéo. Ce serait facile pour eux de me tuer en un clin d'œil après m'avoir reconnu. Avez-vous peur? J'ai peur, oui, mais je pense que quelqu'un doit dire ce qui se passe ici. C'est pour ça que je suis venue. Mais ce n'est pas sans danger, vraiment pas. Mariat nous a parlé d'un endroit où la concentration de fondamentalistes serait très importante. Il s'agit de l'île d'Imendou, située à 2 heures de Malé. Aux Maldives, les autorités interdisent aux étrangers de visiter les îles habitées par des locaux. Après plusieurs jours de négociations, seuls 2 hommes, Ali et Sharid, ont accepté de nous y emmener. Nous ne savons pas comment ils peuvent réagir face à des étrangers comme vous. Leurs femmes ont le visage et tout le reste de leur corps couvert. On voit seulement leurs yeux. Si vous y allez pour les filmer, sans être accompagné d'un Maldivien, ils seront très agressifs. Ils l'ont déjà été par le passé. Aucun étranger n'y a mis les pieds depuis de nombreuses années, car l'endroit est réputé très dangereux. En 2007, de violentes émeutes ont agité l'île. Pendant plusieurs jours, les habitants, pour la plupart des musulmans rigoristes, ont affronté les forces de l'ordre. Ils tentaient d'empêcher l'arrestation de leur imam, connu pour ses prêches intégristes. Les combats furent d'une extrême violence. Sur ces images, on découvre un policier gisant au sol. Il aurait été roué de coups après avoir été capturé par des émeutiers. Bilan des affrontements, une dizaine de policiers blessés et 30 habitants arrêtés. Après 2 heures de bateau, nous arrivons enfin.
Imendou, c'est une petite île typiquement maldivienne, mais très éloignée du luxe des resorts. Ici, on applique la charia, la loi islamique. Toutes les femmes sont voilées, la plupart portent le niqab. Sur cette île, nous ne passons pas inaperçus. À peine arrivé, un homme à vélo s'approche et interpelle Charid. Cet homme, c'est le chef de l'île. C'est qui ces deux-là? Je veux pas d'étrangers ici. Dis-leur tout de suite de partir. À Imendou, les journalistes ne sont pas les bienvenus, surtout s'ils sont étrangers. Le chef de l'île exige que nous quittions l'île, sur le champ. Finalement, nous réussissons à entrer en contact avec une famille qui accepte de nous recevoir à l'abri des regards. Dans cette famille, toutes les femmes sont voilées, même les plus jeunes. Là, c'est ma femme, ma deuxième fille. Là, c'est la dernière, la troisième. Et là, c'est ma fille aînée. Vivre sur cette île, c'est un choix pour la famille d'Ibrahim. Pour moi, le plus important, c'est l'islam, rien que l'islam. Ici, toutes les femmes, même les jeunes filles, doivent être complètement voilées. À Malé, il y a plein de femmes qui portent le voile avec des habits moulants. Moi, je suis contre. C'est pour ça qu'on est bien ici sur cette île. Derrière son air souriant, Ibrahim n'est pas un tendre. En 2007, il a participé activement aux émeutes contre la police. Sur ces images, on peut le voir en première ligne, jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. J'ai tenté de défendre notre imam. C'est vrai que je me suis battu. D'ailleurs, j'ai fait 3 ans et demi de prison pour ça. Mais si je devais le refaire, je le referais. Ibrahim ne dira plus un mot sur son implication dans ces émeutes. Aujourd'hui, il partage son temps entre la mosquée et la pêche qui le fait vivre. Là, c'est mon bateau. Cette île se situe juste en face d'un resort. Mais à Imendou, les habitants vivent reclus sur eux-mêmes. Ils refusent tout contact avec les touristes. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un resort. Mais les managers étrangers voulaient que je me rase la barbe. Et puis parfois, ils ne me laissaient pas aller à la mosquée au moment de la prière. Dans les resorts, on ne nous laisse pas être de bons musulmans. À Imendou, on supporte de moins en moins les pratiques des hôtels de luxe. La femme d'Ibrahim est très claire sur la question. C'est contraire à la loi islamique. Je ne veux plus qu'il y ait d'alcool et de spa dans les resorts. Nous sommes un pays 100% musulman ici, c'est comme ça. Nous répondons aux lois d'Allah. Ce discours rigoriste est de plus en plus influent aux Maldives. En janvier 2012, sous la pression du parti islamiste, le président ordonne la fermeture de tous les spas présents dans les resorts. Raison invoquée, les salles de massage seraient immorales. Après 6 jours de bras de fer entre les hôteliers et les islamistes, le président revient finalement sur sa décision et autorise la réouverture des spas dans les hôtels. Si les intégristes n'ont pas remporté la bataille des spas, ils ont en revanche réussi à imposer que les îles où habitent les locaux vivent selon les lois de l'islam. Malé, la capitale, c'est l'autre côté du paradis. Ici, par exemple, à la différence des îles-hôtels, il est interdit de boire de l'alcool, même pour les touristes. Nous retrouvons Mariat, la journaliste maldivienne. Pour elle, le quotidien devient de plus en plus difficile. Dans les resorts, la vie est complètement différente que dans le reste des Maldives. Ici, on n'a pas du tout ce genre de liberté. Pourquoi ? Par exemple, il n'y a plus de discothèque à Malé. Avant, il y en avait une, mais elle a été fermée il y a quelques années par les autorités islamiques. À Malé, la plupart des divertissements sont interdits. Même regarder un film étranger peut être dangereux. Quelques films sont autorisés, mais pas tous. S'il y a le moindre élément contraire à l'islam, alors ce sera censuré. Oui, c'est vrai, elle a raison. Vous voyez, même lui, il est d'accord avec moi. Même sur YouTube, si tu regardes un film interdit, tu passes 3 ans en prison.
Et même si tu regardes la bande-annonce, c'est 3 années de tôle aussi. Résultat, les seules distractions pour Mariat se limitent à retrouver des amis dans un bar. Salut, ça va toi? Ici, même à des heures tardives, la boisson nationale, c'est le café. Vous ne buvez pas d'alcool? L'alcool? Non, on peut pas en boire. C'est contraire à notre religion. On est un pays 100% musulman. On n'a pas le droit d'en boire. De toute façon, personne n'en sert à Malé. Avez-vous déjà goûté de l'alcool? On ne peut pas vous répondre. On irait droit en prison. Si on vous dit oui, on va en prison. Et si on vous dit non... Tu vas droit en prison. Parler simplement d'alcool peut nous créer des problèmes. Les lois maldiviennes laissent donc peu de place aux libertés de ses citoyens. Et pourtant, depuis une vingtaine d'années, il y a un fléau qui est passé entre les mailles du filet. L'héroïne. Cette drogue serait en train de gangréner le pays. Hakim a 30 ans. Comme un quart des jeunes aux Maldives, il est sans emploi. Ses journées, il les passe à essayer de trouver de l'argent pour s'acheter de la drogue. Ouais, t'es où là? Derrière le parc? Ok, je vois. Au téléphone, c'est l'un de ses dealers. Bon, je suis avec des étrangers. Ils ont une caméra, mais t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Cela fait 8 ans qu'Hakim est accro à l'héroïne. À Malé, un tiers des jeunes consommeraient cette drogue. C'est assez facile de se procurer de la drogue ici. C'est facile à transporter, donc tout le monde en a. Contrairement à l'alcool qui demande pas mal d'organisation pour le stocker. Donc l'héroïne est partout. Il y a beaucoup de demandes, vous savez. S'il n'y avait pas de demande, elle ne serait pas ici. Presque tous les jeunes en prennent. Hakim lui aussi tourne en rond dans la capitale. Alors pour s'évader, il se fait jusqu'à 6 shoots par jour. T'es sûr que c'est tranquille ici? Hakim est très prudent, car à moins de 30 ans, il a déjà connu 3 fois la prison à cause de la drogue. La police est très répressive et violente. Nous devons faire très attention. Voici le genre de dose d'héroïne que l'on trouve ici. Un paquet coûte 100 rufias. C'est du brown sugar. Mais comme c'est un ami, il m'en donne 2 pour 150 rufias. 150 rufias pour 2 doses, cela correspond à un peu moins de 8 €. Une broutille comparée à l'alcool. À Malé, une bouteille de contrebande se négocie à plus de 80 €. L'héroïne vient d'Inde, puis elle passe par le Sri Lanka avant d'arriver aux Maldives. Et parfois, elle vient directement d'Inde. Mais ce n'est pas vraiment de la bonne cam. Il ne s'agit pas d'héroïne pure. Elle est coupée avec beaucoup de choses. Hakim n'a toujours pas consommé depuis hier soir. Le temps presse, car le manque se fait sentir. Il accepte que nous le suivions chez lui pendant qu'il prend sa dose. Comme il n'a ni emploi ni argent, Hakim vit encore chez sa mère. Asseyez-vous. D'habitude, j'en prends ici si ma mère n'est pas dans le coin. Elle sait qu'il consomme de la drogue. Les marques sur ses bras l'ont trahi. Ces taches noires, ce sont des abcès aux endroits où je me faisais des injections. Maintenant, la police, quand elle t'arrête, elle te dit « Donne-moi tes mains, donne-moi tes mains ». Et il regarde à ces endroits-là. Voilà pourquoi ce n'est plus prudent de se piquer dans les bras. Malgré les abcès et la police, Hakim continue à s'injecter 6 fois par jour sa dose d'héroïne. Aujourd'hui, seules les veines de ses mains acceptent le poison. Je ne veux pas vivre ici. Il y a de meilleures opportunités pour les jeunes ailleurs. Je ne me vois pas avoir un enfant et l'élever dans cette ville. Je n'imagine pas ça. C'est vraiment dangereux de grandir ici. Je ne sais pas où je vais partir. Pour le moment, la seule chose que j'ai en tête, c'est de devenir clean. Pour Hakim, les Maldives sont devenues un paradis artificiel dont il souhaite désormais s'échapper en entamant une cure. Hakim envisage ensuite de faire une formation dans le tourisme, car son rêve serait de travailler dans un resort, comme celui de Nicolas. Dans son hôtel, justement, il est en train d'imaginer l'un des plats qui sera proposé ce soir à la carte du restaurant. Comment allez-vous?
Très bien, très bien. Donc là, vous avez par exemple un basilic italien. Ici, vous avez des plants de tomates. Ici, vous avez de la Lola Rossa, donc de laitue. Au cœur de l'île, Nicolas a créé un véritable potager bio. En tout, une quinzaine de fruits et légumes poussent toute l'année dans son potager, comme la Morning Glory. C'est une sorte de chou qu'on va travailler et on va travailler ça avec un curry indien pour faire un plat végétarien ce soir. On va le mélanger avec des épinards. Donc là, vous avez des épinards. 20% des légumes consommés par la clientèle sont produits dans ce potager. La nature n'offrirait donc que des avantages au business de Nicolas. Enfin presque. Il y a tout de même une ombre au tableau de son île. Les moustiques, ça peut déranger nos clients, tout à fait. Donc c'est à nous, en termes dans le resort, de limiter la propagation des moustiques pour que le client ait une belle expérience aux Maldives. La nature sans les inconvénients. La nature sans inconvénients, exactement. La nature avec quelques limites. Et pour se débarrasser des moustiques, ils utilisent une méthode plutôt radicale. Avec leurs canons au bruit assourdissant, Nachid et Mamoun projettent une opaque fumée à l'odeur âcre sur toute la végétation de l'île. Aucun arbre, aucune feuille ni aucune liane ne doit leur échapper. Ici, nous avons beaucoup de problèmes avec les moustiques. Un épais brouillard plane sur l'île matin et soir. La fumée s'infiltre partout, même dans les villas. Les touristes ne sont pas épargnés. Cette fumée sert à éliminer les petits insectes et les petites abeilles. Je pense que c'est inoffensif. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ces touristes italiens n'ont pas l'air inquiets à l'idée de respirer cette fumée. Pourtant, Nachid et Mamoun portent un masque à gaz et des gants de protection. Nous avons voulu savoir quel produit est utilisé pour ces opérations d'enfumage. La réponse, nous allons l'obtenir au moment du ravitaillement. Voici le produit que nous utilisons contre les moustiques. Le pesticide qu'ils utilisent, le voici. Il est classé 2 dans la catégorie des produits toxiques. Selon l'Institut scientifique de santé publique, l'exposition entraîne une irritation des yeux et de la peau. Il serait également dangereux pour les organismes aquatiques et pour la végétation. Car la permétrine, l'ingrédient principal dont l'utilisation est très encadrée en France, serait cancérogène. Et ce n'est pas tout. Pour l'utiliser, ce pesticide nécessite une autre substance, du diesel. C'est ce qui permet de créer de la fumée. Nachid en met 5 doses pour une dose de produit. Ce n'est pas dangereux ? Oui. Je pense que c'est un peu nocif pour la santé. Effectivement, le diesel émet des particules fines qui favorisent le développement de cancer. Sur cette île, les particules se déposent absolument partout. Le potager bio de l'hôtel, lui aussi, serait contaminé. Nous avons décidé d'aller voir Nicolas, le directeur de l'hôtel, pour savoir s'il était conscient que la fumée qu'il propage sur son île est composée de ce pesticide et de diesel. Je suis très surpris que ça soit le cas. Parce que par contre, là, c'est nocif, oui. Nicolas semble préoccupé par nos affirmations. Non, c'est du diesel, mais bon, c'est vrai que je suis... je ne cache rien, mais je suis surpris que ce soit qu'on utilise du diesel. Pour en avoir le cœur net, il décide d'appeler lui-même son responsable technique. Apparemment, quand ils ont filmé hier, l'employé leur a montré qu'il mélangeait du diesel avec du pinto sec. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et visiblement, la réponse de son employé n'est pas celle qu'il attendait. Donc c'est un mélange entre de la fumée, de diesel et du pinto sec? Comment ça s'écrit? Pain? Pinto? Pinto sec. Pino sec, ok.
Vous avez raison, c'est du pine sec et du diesel mélangé. Il y a de la fumée de diesel en fait qui est introduite donc dans le fumage. Non, je viens de l'apprendre. Malgré sa bonne foi, la situation est très embarrassante. Le respect de l'environnement, c'est l'argument marketing phare de son hôtel. Je ne suis pas très content, mais je vais quand même m'assurer demain de savoir les conséquences éventuelles que ça peut avoir sur nos clients, sur nos employés et bien sûr sur l'environnement de l'île. Aujourd'hui, comme celui de Nicolas, 98% des resorts utiliseraient ce cocktail de pesticides et de gasoil pour se débarrasser des moustiques. Aux Maldives, la situation environnementale devient donc de plus en plus préoccupante. Et pourtant, la nature a une place très importante dans le tourisme. Un étranger sur 2 s'y rendrait pour ses fonds marins. Ils sont connus pour ses raies mantas, ses requins, mais surtout pour ses nombreux coraux. Nicolas et Virginie n'auraient raté ça pour rien au monde. Apparemment, ils nous emmènent sur des bons sites de snorkeling. Donc on leur fait confiance. Pour cette sortie en mer, ils auraient payé $60 chacun. Une demi-heure pendant laquelle ils vont pouvoir profiter de l'exceptionnelle diversité de la faune et la flore aquatique. Aux Maldives, on trouve des variétés de poissons extrêmement rares, que les touristes peuvent admirer sans aucune expérience de plongée sous-marine. Mais cet aquarium grandeur nature est sur le point de disparaître. Thomas Lebert est un biologiste français. Il y a 14 ans, il est tombé amoureux de cet archipel. Mais depuis quelques années, il est très inquiet pour l'avenir des fonds marins du pays. Là où on va, il y a beaucoup de coraux qui sont morts. C'était un récif superbe il y a seulement 3 ans. En 2010, à cause du changement climatique, la température aux Maldives a brutalement augmenté de 4 degrés pendant plusieurs mois. Conséquence, une grande partie des coraux n'a pas résisté à la chaleur. Alors plusieurs fois par an, Thomas et son équipe plongent au fond de la mer pour observer l'évolution du récif. Le corail, c'est ça. Cela ressemble à un petit arbre, mais c'est en fait un animal marin qui vit en colonie. Autour des îles, il forme ce que l'on appelle la barrière de corail. Sous l'eau, Thomas découvre un véritable cimetière de coraux. On reconnaît un corail mort à sa couleur blanchâtre et à son extrême fragilité. La plupart d'entre eux n'auraient pas supporté le réchauffement climatique. Le récif est plutôt mort. Alors bon, il y a encore des parts de vivants. On peut voir des colonies qui sont vraiment complètement mortes. Il y a juste une toute petite branche qui résiste et qui essaye de repousser comme ça. Cela peut paraître anodin, mais la barrière de corail est vitale pour les Maldives. Elle permet de casser les vagues et protège les îles de la montée des eaux. Et là, sur le récif qu'on vient de voir, je dirais, il y a peut-être 10% de vivants en ce moment. Voici les conséquences directes de la mort des coraux. Thomas nous emmène sur l'île Vierge, située juste en face, et qui est censée être protégée par le récif. En seulement 3 ans, elle a été totalement rongée par la mer. Ici, c'est très net. Ça, c'était le niveau de l'île. Ces arbres étaient sur l'île. Maintenant, les vagues sont arrivées, on fait éroder le sable, les arbres sont tombés. Avec la montée des eaux, cette île paradisiaque s'est peu à peu transformée en champ de ruines. Aux Maldives, l'eau monte d'environ 2 cm par an. C'est pas un petit arbre, Là, c'était sur le terrain, sinon il n'aurait jamais poussé. Je pense qu'on a perdu déjà 50 mètres là, depuis 3 ans. Donc, si ça continue comme ça, il est possible que dans 20 ans, cette île ne soit même plus là. Comme elle, c'est tout l'archipel qui pourrait disparaître d'ici 2050. Alors en 2009, le gouvernement des Maldives a décidé de tirer la sonnette d'alarme pour alerter la communauté internationale sur les conséquences du réchauffement climatique. Le président a eu l'idée un peu folle d'organiser un conseil des ministres sous l'eau. Un coup de communication, histoire de rappeler que son pays était en train de couler. Send our message
let the world know what is happening and what will happen to the Maldives if climate change is not checked. This is a challenging situation. Dans les resorts, la situation est prise très au sérieux. Car si les îles venaient à disparaître, ce seraient également les dizaines de millions de dollars d'investissement qui risqueraient de prendre l'eau. Alors pour lutter contre l'érosion, les responsables d'hôtels ont littéralement barricadé leur île. Sur celle où séjournent Virginie et Nicolas, des blocs de béton ont été installés pour casser les vagues et éviter qu'elles ne rongent la plage. Et comme cela n'est pas suffisant, d'autres sont obligés de réensabler l'île plusieurs fois par an. Salut, comment ça va cet après-midi? Tout se passe bien pour vous? Tout va bien? Mais ici, l'érosion est un sujet tabou. Arthur, le manager de l'établissement, balaie d'un revers de main l'hypothèse de la disparition des Maldives. Ce n'est pas un problème d'érosion. J'entends beaucoup de gens qui disent que les Maldives auront coulé dans 10, 15 ans, voire même 20 ans. Mais franchement, vous pensez que je serais ici si je pensais vraiment que le pays allait disparaître? Une explication très personnelle, bien éloignée de celle des spécialistes. À quelques centaines de kilomètres de là, Thomas Lebert a décidé de tout mettre en œuvre pour sauver la fameuse île déserte en voie de disparition. Depuis 3 ans, il la loue au gouvernement. Cette île est devenue son laboratoire de recherche à ciel ouvert. Il tente de lutter contre l'érosion de manière naturelle. Ce que je fais, c'est que je casse des branches et que je vais après ça les mettre un peu comme un greffon. Et donc on les met comme ça. Voilà. Et le truc, c'est vraiment de l'attacher de telle manière à ce qu'il ne bouge pas. Ça permet de recréer un récif. C'est-à-dire qu'à partir d'une petite colonie comme ça, on va en faire une grosse boule comme ça. Ces greffons de corail, Thomas va les fixer un par un sur les barreaux de sa structure. Les élevages sont ensuite numérotés et immergés dans la mer pour que les coraux poussent. Après plusieurs mois, les greffons se sont développés. De nouvelles colonies coralliennes voient le jour. Le résultat est bluffant. Un véritable récif est en train de se reconstituer. Pour réaliser son projet, il devra installer 3000 structures coralliennes comme celle-ci. L'objectif ultime, c'est de la sauver. Et si on y arrive, de sauver en même temps le reste des Maldives. Mais pour sauver ces îles et préserver leur image de carte postale, les Maldives devront également régler leurs tensions environnementales et politiques. Car d'ici 2 ans, 14 nouveaux resorts devraient voir le jour.